Bonjour. Dans le cadre des cours en relation avec l'anatomie de la sphère ORL, nous allons parler aujourd'hui de l'anatomie du larynx. Alors, le larynx est un organe qui assure trois fonctions, à savoir la fonction de phonation qui est une fonction de communication, la fonction de respiration et de déglutition qui sont des fonctions bien sûr vitales. La phonation est assurée par la mise en vibration des cordes vocales sous l'effet de la soufflerie expiratoire. La respiration est assurée par le larynx du fait de sa présence à la partie supérieure du tractus laryngotracheal qui va assurer l'entrée de l'air vers les voies respiratoires basses et les poumons. Il va assurer une fonction de déglutition en protégeant les voies respiratoires lors de la déglutition par sa fermeture lors du passage du bol alimentaire. Ses dimensions et sa situation est à la partie antérieure médiane du cou, comme vous le voyez sur cette photo du haut, où le larynx est caractérisé par le relief du cartilage thyroïde, qu'on appelle la pomme d'Adam. Vous voyez, chez ce patient-là, ou chez qui a été réalisée une trachéotomie salvatrice, pour court-circuiter son larynx qui était traumatisé. Ces dimensions sont variables, en fonction bien sûr de l'âge, mais aussi en fonction du sexe. On le sait tous que le larynx des hommes est plus volumineux que le larynx des femmes. Le larynx est constitué d'un squelette cartilagineux qui s'articule entre ses différentes composantes. Vous allez le voir là sur cette vue latérale du larynx où on voit les différentes parties cartilagineuses du larynx, unies par des membranes et des ligaments, et avec la présence de muscles qui vont assurer les mouvements de ces différents cartilages et qui sont scindés en deux groupes, à savoir les muscles extrinsèques et les muscles intrinsèques. Et bien entendu, tout est couvert par une muqueuse qu'on appelle la muqueuse laryngée et qu'on voit bien sûr très bien sur cette vue latérale du larynx en coupe sagittale. Le squelette cartilagineux va nous permettre de parler des cartilages principaux qui sont représentés par 4 cartilages, à savoir le cartilage cricoïde que vous voyez ici et qui est représenté par un cartilage en anneau, les cartilages thyroïdes qui est le cartilage le plus volumineux du larynx et qui est formé par 2 lames unis au centre. On a un angle rentrant qu'on voit ici sur cette vue antérieure mais qu'on voit ici sur une vue latérale. Des cartilages épiglottiques qui a la forme d'une raquette et qui se projettent en bas et en avant, et de 2 cartilages aryténoïdes qui vont s'articuler avec le cartilage cricoïde sur son bord supérieur et postérieur. En plus de ces cartilages principaux, on rencontre dans le cas du squelette cartilagineux du larynx les cartilages accessoires, à savoir les cartilages corniculés, les interaryténoïdiens, les sésamoïdes et morgani, mais ceux-là, bien sûr, ce sont des cartilages purement accessoires. Sur cette diapositive, on voit les différents constituants du larynx sur le plan cartilagineux, en vue antérieure, en vue latérale et en vue postérieure, pour voir quelle est la relation entre les différents cartilages, les uns par rapport aux autres, et bien sûr qu'on va bien étudier pour permettre de comprendre comment est-ce que le larynx va assurer ces différentes fonctions. Le cartilage cricoïde a une forme en bague chevalière à chaton postérieur et à arc antérieur.
Il présente une partie postérieure haute et une partie antérieure basse et effilée, qu'on appelle l'arc. La partie postérieure est là et haute est appelée le chaton cricoïdien. Alors, ce cartilage cricoïde présente des surfaces articulaires qui sont des surfaces articulaires aréthénoïdiennes au niveau du bord supérieur du chaton cricoïdien et qui vont permettre les articulations avec les cartilages aréthénoïdes et des surfaces articulaires thyroïdiennes qui existent sur les parties latérales des arcs cricoïdes et qui vont permettre l'articulation avec le cartilage thyroïde. Ainsi, sur le cartilage thyroïde, on va individualiser une double articulation, une articulation crico-aréthénoïdienne, c'est-à-dire l'articulation entre le cricoïde et les cartilages aréthénoïdes, et des articulations cricothyroïdiennes, c'est-à-dire entre le cartilage thyroïde et le cartilage cricoïde. Les cartilages aréthénoïdes, ils sont au nombre de 2. Ils ont la forme d'une pyramide triangulaire à base inférieure et à sommet supérieur. La base inférieure présente 2 apophyses. Une apophyse antérieure sur laquelle va s'insérer la corde vocale et qui s'appelle l'apophyse vocale, et une apophyse postérieure sur laquelle s'insèrent les muscles intrinsèques du larynx, qui est appelée à ce moment-là apophyse musculaire. Le sommet de cette pyramide est supérieur et ses faces, en nombre de 3, sont internes, postérieures et antéro-externes. Les cartilages aréthénoïdes vont être à l'origine via l'articulation crico-aréthénoïdienne de 2 types de mouvements, à savoir des mouvements de glissement, c'est-à-dire de rapprochement entre les 2 aréthénoïdes l'une par rapport à l'autre, ou un mouvement de pivotement et de rotation où l'aréthénoïde va être muni de mouvements de rotation selon un axe vertical. Le cartilage thyroïde a une forme de dièdre ouvert en arrière sur cette vue postérieure avec un angle rentrant obtus chez les femmes et aigu chez l'homme, expliquant la différence de longueur qui existe entre les cordes vocales des hommes et les cordes vocales des femmes. Le bord supérieur de ce cartilage est échancré en son centre, réalisant une arête saillante, ce qu'on appelle la pomme d'Adam. Les bords postérieurs du cartilage thyroïde présentent une apophyse supérieure, qu'on appelle la grande corne du cartilage thyroïde, et une petite corne inférieure. C'est la petite corne du cartilage thyroïde qui va être à l'origine de la constitution de l'articulation crico-thyroïdienne. Le cartilage épiglottique, il a une forme de pétale souple à sommet inférieur, il a une forme de raquette, il est oblique en bas et en avant, et il est amarré à l'angle rentrant du cartilage thyroïde par un ligament qu'on appelle le ligament thyro-épiglottique. Sa face postérieure regarde l'endolarynx, on l'appelle à ce moment-là la face laryngée de l'épiglotte, c'est ce qu'on voit sur cette coupe sagittale, ça c'est l'épiglotte avec la face qui regarde l'endolarynx, c'est la face laryngée de l'épiglotte. Et la face antérieure étant la face qui est en rapport avec la base de la langue et qu'on appelle bien sûr à ce moment-là la base linguale de l'épiglotte.
La loge thyro-io-épiglottique est une loge particulière définie par le cartilage épiglottique et qui a une grande importance en cancérologie. Il est limité par l'épiglotte en arrière, par le cartilage thyroïde et la membrane thyroïdienne en avant et la membrane io-épiglottique en haut. Cette loge io-thyro-épiglottique est graisseuse, mais dans le cadre de l'envahissement tumoral, sa densité pourrait se modifier, ce qui nous imposerait sur le plan chirurgical des attitudes bien particulières. Les articulations entre les différents cartilages sont très importantes à connaître parce qu'ils vont nous expliquer comment on va pouvoir travailler ce larynx. Ces articulations, ce sont les articulations crico-aryténoïdiennes entre le cartilage cricoïde et les cartilages aryténoïdes qui vont assurer les mouvements de glissement et de rotation de l'aryténoïde par rapport au cricoïde, réalisant ainsi un rapprochement ou un éloignement des apophyses vocales et par conséquent un rapprochement ou un éloignement des cordes vocales. Les articulations cricothyroïdiennes qui, elles, vont assurer le glissement vertical du cartilage thyroïde sur le cartilage cricoïde et étant ainsi responsables soit de la tension ou du relâchement des cordes vocales. Quelles sont maintenant les membranes et les ligaments qui vont unir ces différents cartilages? Ce sont essentiellement représentés par les membranes entre le cartilage thyroïde et l'os-hyoïde. Ce que vous voyez là, c'est les membranes thyroïdiennes qui vont se renforcer latéralement et médialement en ligaments thyroïdiens, médians et latéraux, en membranes cricotrachéales qui vont faire unir le cricoïde à la trachée cervicale, en membranes cricothyroïdiennes qui vont faire unir le cartilage thyroïde et le cartilage cricoïde, et bien sûr en membrane io-épiglottique, c'est-à-dire la membrane qui va unir l'os-hyoïde à l'épiglotte. Et tous ces éléments-là, ces membranes et ces cartilages vont nous permettre de définir, comme nous l'avons vu précédemment, la loge HTE qui a une importance majeure en cancérologie du larynx. Après avoir mis en place les différents cartilages, membranes et articulations, nous allons maintenant parler des muscles qui vont assurer les mouvements des différents cartilages les uns par rapport aux autres. Et dans le cadre de ces muscles du larynx, on va distinguer deux groupes principaux, à savoir les muscles extrinsèques du larynx, qui ce seront des muscles qui vont amarrer le larynx au pharynx et à la base de la langue, et qui vont jouer un rôle fondamental dans la déglutition en assurant l'ascension du larynx au cours de la déglutition. Les muscles intrinsèques du larynx vont jouer un rôle principal essentiellement dans l'ouverture du larynx au cours de la respiration et la fermeture du larynx au cours de la phonation et bien sûr au cours de la déglutition. Dans le cadre de ces muscles intrinsèques, on distingue les muscles constricteurs de la glotte, c'est-à-dire les muscles qui vont fermer la glotte, et donc rapprochant ainsi les cordes vocales l'une contre l'autre. Les muscles dilatateurs de la glotte qui vont permettre l'ouverture du larynx et donc l'éloignement d'une corde vocale par rapport à l'autre. Et le muscle tenseur de la corde vocale qui va permettre la tension de la corde vocale lorsqu'on a envie d'utiliser une voix d'intensité très forte. Concernant les muscles constricteurs de la glotte, ce sont des muscles qui vont assurer le rapprochement des cordes vocales et donc lors de l'expiration, ces cordes vocales vont être mises en vibration. Ce sont par conséquent des muscles phonatoires.
Ces muscles sont représentés par les muscles thyro-aryténoïdiens. Ces muscles thyro-aryténoïdiens vont s'insérer sur l'apophyse vocale de l'aryténoïde et l'angle rentrant du cartilage thyroïde. On en distingue le muscle thyro-aryténoïdien interne, qui est le muscle de la corde vocale, le muscle thyro-aryténoïdien externe qui existe en dehors du muscle thyro-aryténoïdien interne, et bien sûr, inconstamment, on peut trouver le muscle thyro-aryténoïdien supérieur. Dans le cas des muscles constricteurs de la glotte, on retrouve deux autres muscles, à savoir le muscle crico-aryténoïdien latéral, qui s'insère sur le bord supérieur de l'arc cricoïdien, sur cette vue supérieure du larynx, au niveau duquel on va voir le cartilage thyroïde, le cartilage cricoïde avec le chaton postérieur et l'arc antérieur, et les deux cartilages aryténoïdes. Donc vous voyez, ce muscle s'insère sur le bord supérieur de l'arc et sur l'apophyse postérieure de l'aryténoïde, qui est l'apophyse musculaire. Et vous concevez très bien que lorsque ce muscle se contracte, il va induire la rotation de l'aryténoïde en dehors et par conséquent le rapprochement sur la ligne médiane de l'apophyse vocale et par conséquent la fermeture de la glotte. Et c'est ce qui lui confère la particularité d'être constricteur de la glotte. Le muscle interaryténoïdien, c'est un muscle qui est impair et qui va faire rejoindre les faces postérieures des deux cartilages aryténoïdes. Lors de sa contraction, ce muscle-là va ramener par glissement les deux cartilages aryténoïdes l'un sur l'autre et par conséquent, il va permettre le rapprochement des cordes vocales l'une sur l'autre, ce qui lui confère le caractère constricteur de la glotte. Le muscle dilatateur de la glotte est représenté par le crico-aryténoïdien postérieur qui va permettre, du fait de l'ouverture de la glotte, le phénomène de respiration, donc l'entrée et la sortie de l'air, de l'arbre laryngotrachial. Il s'insère sur la face postérieure du chaton cricoïdien, comme vous voyez sur cette image en vue supérieure du larynx, sur laquelle on individualise ici l'avant, l'arrière, et sur laquelle on voit les insertions du muscle crico-aryténoïdien postérieur. Il s'insère sur la face postérieure du chaton et sur l'apophyse musculaire de l'aryténoïde. Sur cette vue postérieure, on voit de façon plus claire ce muscle crico-aryténoïdien postérieur qui s'insère sur la face postérieure du chaton cricoïdien, il y en a deux, un à droite et un à gauche, et sur l'apophyse musculaire de l'aryténoïde. Et vous concevez très bien que lors de sa contraction, il va ramener l'apophyse musculaire en dedans et par mouvement de rotation sur l'aryténoïde, l'apophyse vocale va s'éloigner en dehors et donc par conséquent, il va permettre l'ouverture de la glotte. C'est un muscle dilatateur de la glotte. Le muscle tenseur de la corde vocale, c'est un muscle, il n'y en a qu'un seul, c'est le muscle crico-thyroïdien qui va s'insérer sur la face antérieure de l'arc cricoïdien. Vous voyez, là, il s'insère sur l'arc cricoïdien et sur le bord inférieur du cartilage thyroïde. Par sa contraction, il va ramener un glissement vertical du cartilage thyroïde sur le cartilage cricoïde et ainsi l'allongement de la corde vocale et c'est ce qui lui confère le nom du muscle tenseur de la corde vocale. Là, je vous ai mis une diapositive qui regroupe les muscles intrinsèques du larynx. Vous voyez
individualiser ici le cartilage thyroïde sur une vue postérieure du larynx. Ici, c'est l'avant, l'arrière, le gauche et la droite. Le cartilage cricoïde avec l'arc cricoïdien antérieur et le chaton postérieur. Et les aryténoïdes ici individualisés avec leur apophyse vocale et leur apophyse musculaire. Donc, sur ce schéma-là, on voit les muscles thyroaryténoïdien, on voit le muscle crico-aryténoïdien latéral, on voit le muscle crico-aryténoïdien postérieur. Et, bien entendu, en essayant de voir en fonction des insertions musculaires et de mouvements que vont imposer ces muscles aux aryténoïdes, on va comprendre qu'ils vont être responsables de la fermeture de la glotte ou de l'ouverture de la glotte. Alors, quelle est maintenant la morphologie du tube laryngé? Le tube laryngé est représenté sous la forme d'un cylindre. D'ailleurs, on l'appelle le tube, tube laryngé, qu'on voit ici sur cette vue postérieure après ouverture de l'hypopharynx, et qui existe bien sûr à l'intérieur de l'hypopharynx. Il en est séparé par des gouttières latérales qu'on appelle les sinus périphéraux. Ce tube laryngé, qui va permettre bien sûr l'entrée de l'air vers la trachée et la sortie de la phonation de la trachée vers le larynx, est divisé en 3 étages. Qu'on voit très bien sur cette coupe sagittale du larynx, sur laquelle on individualise ici l'avant, l'arrière, le haut et le bas, et au niveau duquel on va bien visualiser l'étage des cordes vocales et qu'on appelle l'étage glottique. L'étage au-dessus des cordes vocales est appelé étage susglottique et l'étage au-dessous des cordes vocales est appelé étage sous-glottique. L'étage glottique est un plan purement horizontal. C'est l'étage qui passe au travers des cordes vocales, qui vont être individualisées sous forme de bandelettes blanchâtres en vue endoscopique. Ce qu'on voit là est une vue endoscopique du larynx avec l'épiglotte en avant, le relief des aryténoïdes en arrière et bien sûr les cordes vocales qui vont de l'apophyse vocale des aryténoïdes vers l'angle rentrant du cartilage thyroïde, avec un espace triangulaire entre les 2 bords libres des cordes vocales qu'on appelle la glotte. Les cordes vocales, bien sûr, vont s'écarter à la respiration et ils vont s'affronter à la phonation. Ici, ce sont des cordes vocales en affrontement, c'est-à-dire lors de leur fermeture. Les cordes vocales s'unissent en avant au niveau d'un point qu'on appelle la commissure antérieure et ils vont s'écarter en arrière ici au niveau de la commissure postérieure. L'étage susglottique, c'est l'étage qui vient juste au-dessous des cordes vocales, qu'on individualise très bien sur cette coupe frontale vue postérieure du larynx, au niveau de laquelle on va individualiser l'étage glottique par la présence des cordes vocales. L'étage susglottique est caractérisé par la présence de 2 bourrelets qui sont les bandes ventriculaires. Entre les bandes ventriculaires et les cordes vocales, on trouve une invagination de la muqueuse du larynx et qui s'appelle le ventricule de Morgani. Et au niveau de cet étage susglottique, l'espace au-dessus des bandes ventriculaires s'appelle le vestibule laryngé. La limite entre l'étage susglottique de l'endolarynx et l'hypopharynx s'appelle la margelle laryngée.
L'étage sous-glottique, il est en continuité avec la trachée cervicale et il existe juste au-dessous des cordes vocales. C'est l'étage au-dessous de la glotte, au-dessous des cordes vocales, c'est l'étage sous-glottique. Qu'en est-il maintenant de la muqueuse laryngée? La muqueuse laryngée est une muqueuse de type respiratoire, sauf au niveau des cordes vocales où la muqueuse laryngée est représentée par la présence d'un épithélium pavimenteux stratifié. La particularité de cette muqueuse laryngée, c'est qu'elle est dédoublée par une membrane élastique qu'on appelle le cône élastique. Et d'ailleurs, c'est ce cône élastique qui fait que, dans le cadre des cancers du larynx, la tumeur prend beaucoup plus de temps à envahir les structures avoisinantes. Quels sont maintenant les rapports du larynx? En haut, le larynx est en rapport avec l'ossioïde. En bas, avec la trachée cervicale. En arrière, avec l'hypopharynx. Et latéralement, avec les sinus périformes. Et bien sûr, en avant, avec les plans de couverture de quelle région? De la région sous-hyoïdienne. Donc, on voit sur cette coupe sagittale du larynx et sur cette coupe postérieure du larynx les différents rapports du larynx. Quelle est maintenant la vascularisation du larynx? La vascularisation artérielle du larynx est très riche. Il est tributaire de l'artère laryngée supérieure, branche de l'artère thyroïdienne supérieure, de l'artère laryngée antéro-inférieure, branche de l'artère thyroïdienne supérieure, et de l'artère laryngée postéro-inférieure, qui, elle, est branche de l'artère thyroïdienne inférieure, qui vient bien sûr de l'artère sous-clavière. La vascularisation veineuse est tributaire des artères et la vascularisation lymphatique est très importante à connaître au niveau du larynx. Pourquoi? Parce qu'elle est très pauvre au niveau des cordes vocales. Par contre, pour l'étage susglottique et sous-glottique, il est très riche. Et il est caractérisé par un drainage lymphatique vers la chaîne jugulo-carotidienne, vers la chaîne prélaryngotrachéale et la chaîne récurrentielle. Qu'en est-il maintenant de l'innervation du larynx? Le larynx est innervé par des branches de la 10e paire crânienne qui va donner le nerf laryngé inférieur, lequel nerf laryngé inférieur est nommé le nerf récurrent parce qu'il reprend le trajet dans le sens contraire du nerf vague. Et celui-là va être à l'origine de l'innervation motrice de tous les muscles intrinsèques du larynx, sauf le muscle cricothyroïdien. Le nerf laryngé supérieur, qui lui aussi est une branche de la 10e paire crânienne, va pénétrer le larynx à sa partie supérieure, c'est pour ça qu'il est appelé nerf laryngé supérieur, et il a une fonction double, motrice pour le muscle cricothyroïdien, qui lui n'est pas innervé par le nerf laryngé inférieur, et aussi sensitif pour la muqueuse laryngée. Et je vous remercie. Bonjour. Après avoir vu l'anatomie du larynx, nous allons parler... Bonjour. Après avoir vu l'anatomie du larynx, nous allons voir l'anatomie de la trachée cervicale. Alors, c'est quoi la trachée cervicale? C'est un conduit aérique qui fait suite au larynx et qui pénètre dans le thorax, lui faisant suite la trachée thoracique et qui va se diviser en branches souches droite et gauche.
Donc la trachée cervicale, c'est la partie de la trachée qui existe au niveau du cou, entre le bord inférieur du larynx et le bord supérieur du manubrium sternal. Quelles sont ses limites et sa direction? En haut, la trachée cervicale fait suite au cartilage thyroïde. En bas, elle est limitée par le bord supérieur de la fourche sternale. Et il faut savoir que sur le plan de sa direction, la trachée cervicale, sur cette vue latérale, se dirige en bas et en arrière, ce qui lui confère le caractère superficiel en haut et profond en bas. Ces dimensions chez l'adulte sont de 12 mm de diamètre et de 5 cm de longueur. Sa constitution anatomique fait d'elle qu'elle est formée de 3 tuniques. Une tunique interne représentée par la muqueuse trachéale, qui est une muqueuse respiratoire. La tunique externe est une tunique adventicielle ramenant les vaisseaux nourriciers à la trachée, et d'une tunique moyenne fibro-musculo-cartilagineuse. Cette tunique moyenne est faite d'une superposition d'anneaux cartilagineux en forme de fer à cheval. Sur cette vue postéro-externe de la trachée, vous voyez les différents anneaux cartilagineux unis les uns aux autres par des ligaments interannulaires et qui ne sont bien sûr pas complets parce qu'ils vont être complétés en arrière par le muscle trachéal. Ces anneaux cartilagineux sont unis les uns aux autres par une gaine fibroélastique, ce qu'on appelle les ligaments interannulaires, et ils sont complétés en arrière par le muscle trachéal. Les autres tuniques, nous venons de les voir. Ces tuniques sont la tunique muqueuse interne respiratoire et la tunique externe adventicielle qui va être, en plus du fait d'être une lame porte-vaisseau, il va unir la trachée aux organes de voisinage, à savoir la glande thyroïde, l'œsophage et bien sûr les autres éléments de voisinage. Alors, quels sont les moyens de fixité et de mobilité trachéale? La fixité de la trachée est secondaire à l'union par continuité avec les organes de voisinage, savoir le larynx, l'œsophage et la trachée. D'ailleurs, c'est pour cette raison-là que la trachée cervicale va suivre tous les mouvements du larynx. Et bien entendu, la glande thyroïde qui, elle, est fixée à la trachée cervicale va suivre les mouvements de la trachée. Sa mobilité, il ascensionne donc par conséquent à la déglutition, suivant ainsi tous les mouvements du larynx lors des mouvements de déglutition. Ces rapports sont très importants à connaître. Au niveau de la face antérieure, la trachée cervicale entre en rapport avec les plans de couverture de la région sous-hyoïdienne qui vont nous permettre de définir ce qu'on appelle le losange de trachéotomie. Sur cette coupe transversale du cou, on individualise très bien la trachée cervicale avec les plans de couverture antérieurs de la région sous-hyoïdienne et que vous avez déjà vu au niveau d'un cours antérieur. Les rapports de cette face antérieure sont, en plus de ces plans de couverture de la région sous-hyoïdienne, sont représentés par l'isthme thyroïdien qui va entrer en rapport avec le deuxième, troisième, quatrième anneau trachéal, auquel il va être fixé par les ligaments de Gruber médian.
Au-dessus de l'isthme thyroïdien, la trachée cervicale va entrer en rapport avec la pyramide de l'alouette. Ici, bien sûr, enlevé pour vous montrer la trachée cervicale. L'anastomose succesmique et les ganglions prélaryngés. Au-dessous de l'isthme thyroïdien, la trachée cervicale va entrer en rapport avec des éléments vasculaires, à savoir l'anastomose sous-isthmique et les veines thyroïdiennes. La face postérieure de la trachée cervicale entre en rapport avec l'œsophage cervical, comme vous voyez sur cette coupe transversale, où la face postérieure de la trachée cervicale est en rapport avec la face antérieure de l'œsophage cervical. Vous voyez aussi sur cette coupe, sur cette vue latérale du larynx et de la trachée cervicale. L'œsophage déborde un peu la trachée vers le côté gauche. Mais c'est véritablement le rapport postérieur de cette face postérieure de la trachée. Quels sont maintenant les rapports des faces latérales? Les faces latérales de la trachée cervicale entrent en rapport avec les faces internes des lobes thyroïdiens, avec lesquels il est uni par les ligaments de Gruber latéraux, avec les artères thyroïdiennes inférieures, les nerfs récurrents, la chaîne ganglionnaire qui accompagne les nerfs récurrents qu'on appelle la chaîne ganglionnaire récurrentielle, les veines thyroïdiennes inférieures et bien sûr, plus en dehors, latéralement, on retrouve l'axe jugulo-carotidien du cou. Quelle est la vascularisation et l'innervation de la trachée cervicale? Les artères de la trachée cervicale prendront leur origine au niveau de l'artère thyroïdienne inférieure. Les veines trachéales vont se jeter dans les veines thyroïdiennes et œsophagiennes et le drainage lymphatique de la trachée cervicale va se faire au niveau de la chaîne latérotrachéale et récurrentielle et aussi au niveau de la chaîne prétrachéale et prélaryngée. L'innervation de la trachée cervicale est une innervation sympathique et parasympathique.